La rencontre de cet après-midi, c'est avec le livre L'amour ne suffit pas. Les vérités qu'on découvre souvent trop tard dans le mariage. On peut s'aimer profondément et pourtant se détruire lentement, nous dit le livre. Le mariage ne détruit pas les couples, il révèle ce qui était déjà là. Les blessures cachées, les héritages familiaux, les silences, les attentes irréalistes, les manques affectifs, les différences spirituelles, les conflits non guéris. Eh bien, le livre que nous vous présentons n'est pas un conte romantique, c'est un voyage lucide au cœur des réalités du couple à travers des vérités profondes, humaines et même spirituelles. Le livre aide à comprendre pourquoi certains couples s'éloignent malgré l'amour et comment reconstruire une relation plus consciente, plus forte et même plus vraie. Son auteur est avec nous en studio, c'est Arsène de la Miséricorde. Bon après-midi et bienvenue sur le point littéraire, Arsène. Merci, bon après-midi à vous, bon après-midi à tous les auditeurs de Radio FM, la radio des auditeurs. C'est un plaisir de vous avoir et merci d'avoir effectué le déplacement. Cela nous permet notamment d'échanger autour de votre livre qui a été récemment présenté à Yaoundé. L'amour ne suffit pas. Le livre a été présenté devant beaucoup d'invités. Parlez-nous de cette expérience. C'était peut-être la première ou pas? C'était la première. Non pas le premier livre, mais la première cérémonie de dédicace aussi courue, aussi officielle d'un livre pour moi. Et la mobilisation vous a été surprenante ou pas du tout? J'avoue que je ne m'attendais pas à autant de monde. J'ai été agréablement surpris de l'intérêt que le public accorde, n'est-ce pas, au thème qui devait être abordé et qui est abordé dans ce livre. L'amour ne suffit pas. Si on parlait un peu d'abord de l'auteur à celle de la Miséricorde, vous êtes un homme du monde et on l'a bien remarqué. Est-ce qu'on peut évoquer quand même le parcours aussi bien académique que scolaire? Qui est Arsène de la Miséricorde pour mieux le comprendre et comprendre ses écrits plus tard? Merci. Arsène de la Miséricorde est né à Yaoundé. Donc j'ai fait l'école maternelle au niveau de la Cité Verte, puis l'école primaire à la paroisse Saint-Pierre-de-Côme, école catholique derrière. Après le CEP, je traverse juste en face pour le lycée bilingue de Yaoundé où j'obtiens mon baccalauréat série scientifique avant de commencer une formation au séminaire, d'abord à Otélé, plus tard 3 ans à Libreville au Gabon, plus tard à Mbalmayo et un stage canonique au niveau du Congo-Brazzaville, 1 an de théologie à Angoya avant de finir mes études théologiques en Pologne. Puis je reviens pour 1 année à Biémassi, plus tard à Lomier. Après, je vais faire 2 ans en Haïti, 2 ans à Yaoundé, 2 ans en Anga et Boko. Puis je reviens à Yaoundé où finalement je produis ce livre. C'est un long parcours. Oui. Quelles sont les étapes qui vous ont le plus marqué dans votre chemin? Je ne pense pas qu'il y ait une étape qui m'ait le plus marqué, mais j'ai vécu chaque moment de manière particulière. Chaque moment, chaque étape, chaque lieu d'insertion m'a appris quelque chose. Et c'est d'ailleurs pourquoi dans ce livre, on peut voir que chaque lieu a été cité parce que en chaque lieu, j'ai pu apprendre et j'ai pu donner de quelque chose. Il faut dire que vous êtes parti du Cameroun, vous avez côtoyé d'autres espaces, d'autres villes, d'autres pays, vous étiez à Libreville, vous étiez en Pologne. Est-ce que les réalités sont les mêmes un peu partout? Est-ce que les hommes ont finalement les mêmes problèmes, les mêmes préoccupations, la même façon de percevoir le monde? Si on parle de l'amour, oui, même si on a des visions du monde différentes, mais en chaque lieu, on a pu voir que les problèmes concernant l'amour, les problèmes concernant la vie de couple sont presque les mêmes partout où je suis passé. Vous êtes polyglotte, vous ne parlez pas que le français. Oui. À côté du français, on va ajouter quelle langue? Bon, à côté du français, il y a l'anglais. L'anglais. Oui, mon expérience au Congo m'a aidé à parler le lingala. Mon expérience en Pologne m'a permis de parler le polonais.
Mon expérience en Haïti m'a permis d'apprendre le créole. Et à ça, je m'ajoutais que je parle aussi la langue de l'amour, de la joie, de la paix. Voilà, ça fait beaucoup de langues. Après, vous parlez le créole. Oui. D'accord. Aisément. Vous étiez en Haïti. Ça s'est bien passé là-bas? 2 années, pas facile à cause du climat, l'insécurité, les gangs qui ont envahi les villes. Je me m'étais attaqué une fois. Je me rappelle de ce jour. Ce sont des moments difficiles à oublier quand même. Mitraillé. C'est vraiment miraculeusement que j'en suis sorti vivant. Donc une pensée vraiment pour tous les Haïtiens. Qui sont en ce moment toujours... Oui, c'est vrai que c'est pas la calmie totale. Non, non. Et les gangs qui continuent à contrôler certaines zones et tout. Oui, ça, c'est... Vous êtes polyglotte, je l'ai dit, c'est quand même du génie. Comment est-ce qu'on fait pour apprendre aussi rapidement des langues sans difficulté? Est-ce qu'il y a une technique pour le faire? Ou bien c'est un don? J'avoue que je ne sais pas s'il y a une technique, mais ce que je fais souvent, c'est d'abord aimer le lieu où je me trouve, aimer les personnes, chercher à les comprendre, chercher à communiquer avec eux. Et je crois que quand on aime, il y a des dispositions intérieures qui suivent. Et la deuxième chose, c'est qu'il faut beaucoup discuter avec les enfants. Parce qu'avec les enfants, ce n'est pas du compliqué, c'est vraiment du terre à terre. Et très vite, on apprend avec eux. Voilà qui est impressionnant de toutes les façons. Alors, le livre L'amour ne suffit pas. Oui. Déjà, à ce qui sert de préface ou d'introduction, vous faites savoir que vous avez vécu et vu beaucoup de couples se fragiliser. Et c'est-à-dire que c'est vraiment là le déclic, ce qui vous a poussé à écrire ce livre, L'amour ne suffit pas. Oui, c'est le point de départ, un constat, de voir que voilà, il y a beaucoup de couples qui viennent à moi et qui ne parviennent plus à se comprendre, qui ne parviennent plus à s'entendre. Et à force de voir beaucoup de couples comme ça qui au départ s'aimaient et qui ne parviennent plus à communiquer, je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe? Il faut écrire un livre. Qu'est-ce qui se passe? Comment ça se fait que des gens qui s'aimaient, à la folie, hein. On voyait qu'ils s'aimaient, c'était sincère, on avait même envie d'être à leur place. Donc, qu'est-ce qui s'est passé entre ce moment où on s'aimait et ce moment où on se déteste au point parfois même de souhaiter la mort de l'autre? Et voilà, c'est... À partir de là, on se dit qu'il faut absolument faire quelque chose. Il y a quelque chose qui ne va pas. Qui ne va pas. Investiguer pour comprendre comment on fait ce passage d'un amour profond, n'est-ce pas, à une haine parfois viscérale. Est-ce qu'on s'est servi des éléments, peut-être de confession, d'entretien avec de nombreux couples que vous avez accompagnés au quotidien? De confession, non, mais surtout d'accompagnement. Oui, d'accompagnement parce qu'il y a beaucoup de personnes qui viennent, qui sollicitent une médiation ou qui veulent se comprendre eux-mêmes. Alors, à force d'écouter, de poser des questions, d'accompagner, voilà, j'ai commencé à rassembler des éléments, à les mettre même par écrit. Parce que généralement, lorsque j'accompagne des personnes, j'ai un agenda où je note noter quelques points. Éléments, oui. Alors, en reparcourant cet agenda, j'ai remarqué qu'il y a des points qui reviennent concernant les couples. Et j'ai voulu donc mettre cela par écrit. Le livre vous a pris combien de temps en termes de préparation avant de le mettre en forme pour définitivement le rendre public? En toute sincérité, je crois que le livre commence depuis ma naissance, puisque si vous avez constaté, les expériences partent même des expériences familiales et jusqu'aux expériences pastorales. Maintenant, à partir de quel moment je commence vraiment à écrire la première phrase du manuscrit, c'est il y a 6 mois, lorsque j'ai eu une mise en indisponibilité qui m'a permis vraiment de m'asseoir, me concentrer et pouvoir le produire. Donc on va dire que j'ai commencé en janvier 2026. L'amour ne suffit pas. C'est-à-dire que avant de s'engager dans le mariage, il y a des préalables à avoir et à connaître. Oui, l'amour ne suffit pas, ça c'est vrai.
Voilà pourquoi, même quand on s'aime avant de s'engager, comme je le dis dans ce livre, il faut voir le cœur. Hmm. Qu'est-ce que ça signifie voir le cœur? Je ne vais pas rentrer dans beaucoup de détails, donc je vais simplement encourager les uns et les autres à se procurer le livre pour comprendre Non, ils le feront. ce que ça signifie. Mais voir le cœur, essayer voilà, d'accueillir l'autre comme il est, ou d'avoir le courage de dire j'ai vu ce cœur, je ne pense pas que je peux cheminer avec lui toute la vie. Est-ce qu'il y a un temps d'observation requis pour pouvoir mieux se connaître en termes de mois, de jours, d'années? Est-ce qu'on peut rencontrer quelqu'un, 2 semaines plus tard, on l'épouse? De mon point de vue, il faut un temps convenable. Maintenant, ce temps convenable, c'est combien de jours, c'est combien de semaines, difficile à dire. Parce que les expériences sur le terrain sont suffisamment contradictoires. Vous rencontrez des personnes qui ont pris le temps d'apprendre à se connaître pendant 2, 3, 4 ans, 5 ans, mais qui, dès qu'ils s'engagent, divorcent un mois après. Et vous rencontrez d'autres personnes qui, après une semaine, se marient et vivent toute leur vie. Toute leur vie. Oui. Ça peut être également l'inverse. Oui, bien évidemment. Bien évidemment. Donc, est-ce qu'il y a un temps? Je dirais simplement un temps convenable pour les deux. La tendance actuelle aime bien, ou voudrait que lorsqu'on se rencontre, les premières rencontres, ce soit dans les rendez-vous, je vais dire les snacks, pas les snacks, nécessairement les restaurants, pour discuter, peut-être pour découvrir tous les espaces chics de la capitale. Est-ce que c'est la bonne formule? Quand on se rencontre, faut-il nécessairement aller dans ces espaces pour apprendre à se connaître? Ces lieux de rencontre sont intéressants parce que c'est des lieux qui permettent de s'asseoir, de discuter calmement, mais je crois que ça ne devrait pas être le seul lieu de rencontre parce que voir le cœur signifie voir la personne sous ses différentes facettes. Par exemple, on peut se rencontrer au cours d'une séance de sport, on peut se rencontrer au cours d'une visite sociale, par exemple visiter un orphelinat. On peut se rencontrer pendant une retraite spirituelle. On peut se rencontrer même au cours, je sais pas, d'une activité politique. On peut créer des occasions où on peut voir l'autre sous différents aspects pour vraiment cerner le cœur de la personne à qui on a affaire. Avant de s'engager. Oui, donc pas seulement le restaurant où on prend le temps de se préparer pour se présenter sous son beau jour, mais aussi d'autres on partage aspects, des sourires et autres. Voilà, c'est souvent des moments préparés où voilà, je peux me préparer, je m'habille élégamment, je fais mon make-up, je dépose un sourire sur mes lèvres, même si dans le fond du cœur je suis triste, je sais que ça va suffire juste pour le temps de la rencontre. Oui. Mais si on multiplie des rencontres en diverses circonstances, en divers lieux, je crois qu'on peut vraiment cerner le cœur. Alors, pas seulement les restos, mais aussi toutes les autres occasions qui s'offrent à nous. Il ne suffit pas de rencontrer une jeune demoiselle qui nous aime bien, enfin, qu'on aime bien, qui physiquement est agréable à regarder. Oui. Il faut aller au-delà de ce visage, ce beau visage, cette belle perruque, ce nez qui peut vous faire briller des yeux. Oui. Le mariage, ce n'est pas simplement une apparence qu'on épouse, c'est également des émotions et un peu plus. Oui, oui, ça va au-delà des émotions, ça va au-delà de ce qui est donné à voir. Parce qu'au-delà de ce qui est donné à voir, il y a ce qui est donné à vivre et qui est au fond du cœur. Je vais me permettre de raconter une expérience. C'est le témoignage d'une femme. Nous avons fait sa connaissance en Pologne. Elle a épousé un médecin et après quelques années de mariage, de vie paisible, ce médecin a rencontré une infirmière. Oui. Et il a quitté la maison. Il est parti. C'était un médecin élégant, beau, bon travailleur, mais il est parti. Et aller vivre avec cette infirmière. Sauf que, bon,
Certains appelleront ça le karma, d'autres donneront un autre nom. Mais dans tous les cas, il est arrivé qu'il a été paralysé. Ah, Il a été paralysé et l'infirmière a porté le monsieur paralysé, allé sonner à la porte de la dame, puis elle s'est enfuie. Alors la dame... donc elle vient de retrouver son mari paralysé. La dame, dans son témoignage, elle dit, moi je suis sortie pour voir qui sonnait et j'ai trouvé mon mari assis sur un fauteuil roulant devant la porte. Je guette à gauche, je guette à droite, personne. Alors j'ai simplement repris mon mari et je me suis occupé de lui jusqu'à sa mort. Il est mort dignement, maintenant on vient de l'enterrer dignement et je rends grâce à Dieu pour tous les moments vécus. Et je suis en train de dire que voilà une infirmière qui avait vu un beau monsieur élégant, elle avait sans doute vu d'autres choses, mais elle n'a pas supporté que sa force physique le quitte. Oui. Et quand c'est arrivé qu'il soit paralysé, elle a tout de suite abandonné. Donc il faut être sûr de pouvoir suivre l'autre dans les bons ou les mauvais moments. Les mauvais moments. Ce n'est pas parce que on a un beau visage aujourd'hui, demain on peut avoir une maladie qui nous l'enlève. Tout à fait. Il faut être capable de rester et de continuer à avancer malgré tout. Et c'est pour ça que l'amour ne suffit pas. Parce qu'au-delà des sentiments, au-delà de ce que je peux ressentir pour l'autre personne, il y a une décision. La décision de marcher avec l'autre dans les bons comme dans les pires moments de notre vie. Que la personne soit en santé ou malade, qu'elle soit prospère ou pas, qu'elle ait suffisamment de moyens ou pas, que je me dise... tous les aléas de la vie, nous allons les traverser ensemble. Dans les bons et les mauvais moments. Oui. Ce n'est pas qu'une simple formule, c'est bien plus que ça. C'est une décision. Parce que la vie, ce n'est pas que des bons, il y a aussi des moments moins bons. Des moments moins bons. La vie évolue en dents de scie. C'est pas comme si dès que je monte, je reste en haut. C'est pas comme si je vais passer toute ma vie en bas. On monte, on descend, on monte, on descend. Il faut être capable de maintenir, malgré les hauts et les bas, n'est-ce pas, ce fil de ma décision. J'ai décidé d'être avec toi et je vais avec toi jusqu'à la gare. Allez, on marque un break et on revient. Ça y est! Momo is so good. Refer 15 friends on the new Momo app and win 8,000 francs per day. So, what are you waiting for? Les Africains, on sait très bien que le mariage ne peut pas concerner uniquement deux personnes, c'est deux familles qui s'embrassent. C'est clair. Il y a des réalités qu'il ne faut pas négliger. Comment est-ce qu'on s'y prend finalement au regard de votre expérience lorsqu'on a deux personnes qui souhaitent se marier et qui ont des familles qui souhaitent avoir leur mot à dire à l'intérieur de leur couple? C'est vrai que le mariage se vit au sein d'une famille, je veux dire au sein d'un foyer, Oui. où on a un homme et une femme et les enfants que le Seigneur veut bien leur donner. Mais au-delà de cette famille, de cette cellule, il y a également la grande famille. Oui. Donc, en réalité, lorsqu'on se marie, ce n'est pas qu'un homme ou une femme qu'on épouse. On épouse tout un système familial. Oui. Et c'est important de tenir compte de cela. Parce que vous n'allez pas demander à un homme qui a été attaché à sa mère toute sa vie de se débarrasser, entre guillemets. Mais est-ce qu'il de ne faut sa pas mère un parce peu, que- lorsque la belle-mère est trop présente, elle a toujours son mot à dire, elle influence toutes les décisions. Pour la jeune épouse, ça devient un problème. Tout à fait, tout à fait. Dire qu'on épouse un système familial ne signifie pas que nous perdons l'intimité du couple, Oui. ne signifie pas que toute intrusion dans la famille est permise ou alors que c'est désormais la belle-mère qui va décider pour une situation que nous vivons. Non, c'est simplement pour dire que quitter sa famille ne signifie pas abandonner sa famille. Et C'est vrai. c'est important de tenir compte. C'est l'ordre de des cela. priorités maintenant qui Tout à change. fait. Maintenant, il y a des principes, il y a des règles à établir au sein de la famille, de quelques principes dans le livre, mais comme ça, tout de go, je peux citer l'un des principes, c'est par exemple la loyauté. C'est-à-dire que devant ma famille, je ne vais jamais trahir mon conjoint ou ma conjointe. Oui. Ça, c'est vraiment un Donc les des choses se principes. passent en arrière-plan, Oui. mais devant un public, vous choisissez de soutenir Devant- votre époux ou votre épouse. Que ma mère, mon père, mes frères ou sœurs aient raison, devant eux,
je choisis d'abord mon conjoint. Ça, c'est un principe de loyauté dans le couple. Quitte à ce que lorsque nous serons à deux, je lui dise, écoute, là, tu as fait un problème dérangé, oui. Mais ça reste en interne. Oui, ça reste en interne. Et ici, la belle-mère, de temps en temps, vient dire, non, moi, je préfère plutôt qu'on aille à gauche et pas à droite. La dernière décision ne peut pas revenir à la belle-mère. Non. Il y a un chef de famille, comme la parole de Dieu le dit d'ailleurs, le mari est la tête. Et c'est à lui de prendre des décisions. Bien évidemment, on ne néglige pas l'influence que sa mère peut avoir sur les décisions qu'il prend. Et c'est important pour l'autre côté de voir cela et de tenir compte de cela. Oui, parce que on sait que les filles sont beaucoup, pour la plupart, attachées à leur père, les garçons à leur mère. Donc on ne peut pas négliger l'influence de ses beaux-parents sur les décisions qui sont prises en interne. Oui, mais quand même, il reste que s'il faut décider, c'est dans la famille qu'on a décidé, ça ne vient pas du dehors. Il faut dire que le livre, c'est un ouvrage très pédagogique parce qu'on part toujours d'un constat général. Ensuite, on identifie le problème, on révèle la solution et on accompagne tout cela des prières. C'est une démarche méthodologique bien pensée, bien choisie. On le calme. Il faut pouvoir connaître qui il est. Et ça, ce n'est que dans le cadre du mariage, parfois que, parce qu'on dit, lorsque la bague est là, la véritable personnalité se révèle. Si on a, entre guillemets, été trompé par un partenaire qu'on pensait être très calme, très réservé et qui, dans le couple, devient quelqu'un d'autre, quelle est la bonne méthode, quelle est la bonne réaction, comment est-ce qu'on s'y prend finalement? J'avoue que, justement, le but du livre est d'éviter de se tromper. Donc prévenir. Le choix de la personne. Voilà pourquoi on dit de voir d'abord le cœur. En formation, on a un de nos formateurs qui nous disait moi, je ne discerne pas à la chapelle. Parce que dans l'église, tout le monde est saint, tout le monde a les mains jointes, tout le monde est sérieux. Lui disait, je discerne en deux endroits. Oui. Je discerne sur un stade de football, lorsqu'on t'a botté, et je vois comment tu réagis. Et je discerne au réfectoire, lorsqu'il y a de la nourriture devant toi, et je vois si en te servant, tu peux tenir compte de il y aura d'autres personnes qui vont arriver après vous. Voilà. C'est pour dire justement que ce que je disais tout à l'heure, et vous avez bien fait de poser la question de savoir si se rencontrer dans les restaurants est suffisant. Mais je vous ai dit, c'est important de créer d'autres espaces de rencontre qui permettent vraiment de cerner toutes les réactions possibles d'une personne. Voilà. Alors, tous ces lieux de rencontre permettent justement de voir comment l'autre réagit, permettent de répondre à la question, ok, je veux m'engager avec lui, je veux m'engager avec elle. Comment est-ce qu'elle réagit quand elle est fâchée, quand elle est énervée? Comment est-ce qu'il réagit lorsque il est stressé? Comment est-ce qu'il réagit, par exemple, lorsqu'il n'a pas de moyens? Comment est-ce qu'il réagit quand il est malade? Essayez de voir toutes ces réactions et se demander, est-ce que je peux supporter ça? Parce que c'est une femme qui, lorsqu'elle est en colère, elle casse-toi à la maison, ça vous oblige à reprendre tout le temps. Tout à fait. Et un truc important que je signale dans le livre, c'est de dire, voilà, essayez de vous rapprocher et de voir comment la personne se comporte envers ses proches, comment elle se comporte lorsqu'elle est avec sa mère, son père, ses frères, ses sœurs. Parce que généralement, avec les membres de nos familles, nous sommes vrais. Nous sommes vrais et nos frères et sœurs peuvent vraiment dire que nous sommes en réalité. Parce qu'on est avec eux 24 heures sur 24. Oui. En sortant, on peut faire semblant, mais avec nos frères et sœurs, on est soi-même. On est soi-même. Alors, cherchez à parler avec eux. Voilà, quand il est fâché, comment il se comporte. Quand elle est fâchée à la maison, comment elle parle à maman, comment elle parle à papa, comment elle vous parle à vous. Ça permet de savoir et d'éviter ça. Bon, maintenant, si on est déjà marié et que à ce moment-là, on découvre ce parler. Et parler prend vraiment à accepter ça, à intégrer ça. Et je souhaite que pendant que tu fais des efforts de ton côté pour résoudre ce problème, que tu m'aides moi aussi à essayer d'intégrer. À mieux comprendre. À comprendre la situation. Que qu'ensemble on voit comment est-ce qu'on peut marcher
n'est-ce pas, avec cette réalité que je n'avais pas vue avant. Et ce livre aborde pratiquement tous les aspects de la vie de couple. Et l'un des aspects qui nous marque, c'est notamment le fait qu'il y a parfois des petites choses qu'on peut négliger. Ces petites choses-là vont prendre progressivement de la place et devenir des problèmes. Vous avez par exemple parlé de la question de... Vraiment, on va prendre cet exemple-là sur le fait de vider les poubelles à la maison. Oui. On peut se dire non, vraiment c'est une affaire de femme. Ou bien le fait de cuisiner à la maison, on dit non, vraiment c'est la femme. Et vous nous conseillez de poser sur la table toutes les activités qui sont menées à la maison, ménage, cuisine, et ainsi de suite, pour savoir exactement qui fait quoi. À partir de là, lorsqu'on va connaître ce que l'autre pense des différentes tâches ménagères, et là on pourra prendre des décisions. Donc rien n'est à négliger, rien n'est à prendre au hasard alors. Rien n'est à négliger. Je ne sais pas qui le dit, mais c'est une sagesse comme ça qui nous fait comprendre que le diable se cache dans le détail. Oui. Et généralement, ce sont ces détails qui améliorent ou détruisent la vie du couple. Et ces petites choses sont en fait ce que j'ai appelé dans le livre, en m'inspirant un peu d'autres auteurs, les langages de l'amour. Oui. Oui. Parce que vider la poubelle, c'est une expression d'amour. Hein. C'est une Ah bon? manière de dire à l'autre, écoute, je t'aime. Et voilà, pour te montrer que je t'aime, je rends service. Donc ça fait partie des langages de l'amour. Le service, c'est un langage de l'amour. Les cadeaux sont un langage de l'amour. Les paroles valorisantes sont un langage de l'amour. Donc ce sont des petits détails. Par exemple, remarquez qu'aujourd'hui, elle a fait le make-up différemment. Elle a mis les ongles de couleur rose plutôt que bleu comme elle a l'habitude. C'est un détail, mais ça compte. Parce qu'elle se dit, tiens, il a remarqué cela. Tiens, elle a remarqué l'effort que j'ai fait. Et ça veut dire qu'il tient effectivement à moi. Oui, ça améliore beaucoup la vie du couple. Il faut connaître le langage de l'amour de son partenaire ou de sa partenaire. Oui, les détails, ça compte beaucoup. Ça fait quand même beaucoup de choses à connaître pour se marier. Ça vient naturellement quand on aime. Parce que je crois pour ma part que lorsqu'on aime, on veut connaître. On pose beaucoup de questions pour connaître. Et plus on connaît, mieux on comprend. Mieux on comprend, mieux on aime. Et mieux on aime, mieux la vie se porte. Le mariage aussi. Aujourd'hui, il est né un mouvement, c'est vrai c'est depuis début des années 2000, la question du féminisme. Et vous parlez dans le livre du fait que aimer ne veut pas dire s'effacer totalement. Et il y a encore d'autres pensées qui estiment que c'est derrière un homme que se cache une grande dame. Et c'est une phrase qui ne convient plus en se disant c'est plutôt à côté que la femme doit se placer. Est-ce que aimer veut dire qu'on ne s'efface pas? Comment est-ce qu'on se comporte, peut-être la femme, pour ne pas imposer simplement que l'autre se retire absolument? Oui, je crois que je l'ai souvent dit, même en blaguant, mais c'est suffisamment sérieux pour que l'on considère cela à sa juste valeur. C'est Dieu qui a institué le mariage. Oui. Ça, c'est mon point de vue. C'est Dieu qui a institué le mariage et c'est lui qui nous propose une notice du mariage. Oui. Donc, une image. Quelqu'un fabrique un véhicule et vous dit on met le carburant dans le réservoir. Dans la notice, c'est bien précisé, mettez le carburant dans le réservoir. Et vous décidez que je vais prendre le carburant et je vais mettre par le tuyau d'échappement. Ça ne va pas fonctionner. Et parfois, le féminisme, dans sa version la plus radicale, ressemble un peu à ça. C'est-à-dire qu'on prend un truc, c'est Dieu qui a institué le mariage, il a sa notice du mariage et il vous dit, voilà comment pour que ce soit bien, pour que ça dure, pour que ce soit beau, voilà comment il faut fonctionner. Et vous décidez de faire comme vous voulez. Le résultat sera tel qu'on peut le constater aujourd'hui. Donc, féminisme, ok, que la femme ait sa place, qu'elle soit valorisée, qu'elle soit respectée. Mais pas forcément qu'il y ait de la rivalité. Oui, je dis non, avec la dernière énergie à toute violence conjugale,
mais en même temps, je dis, l'homme reste le chef de la famille. Et ça, ce n'est pas de moi, c'est de celui qui a institué le mariage, c'est-à-dire Dieu. Il nous dit, l'homme est le chef de la famille, et comme chef de la famille, la première chose qu'il a à faire, et je profite pour m'adresser comme ça à tous les hommes, en tant que chef de famille, la première chose que l'homme a à faire, c'est d'aimer sa femme. Oui. Et à partir du moment où il aime sa femme, en retour, elle le lui rend par une soumission totale parce qu'elle lui fait confiance. Parfois, c'est là Elle le sait problème qu'il au niveau l'aime. de la soumission. C'est-à-dire que Justement. qu'est-ce qu'on y met en fait? Je crois que le féminisme prend de l'ampleur parce que d'un côté, on a des hommes qui n'aiment pas, que tous les hommes commencent à réellement aimer leur femme, l'amour dans son sens divin du terme, et que toutes les femmes prennent leur place et commencent à être besoin d'être. Parce que simplement chacun sera à sa place et chacun sera en train de jouer son rôle. Il n'y aura plus que c'est moi. L'homme, il apporte 100 francs. Moi également, j'apporte 100 francs. Pourquoi est-ce que c'est moi qui dois faire la cuisine? Pourquoi est-ce que c'est moi qui dois être derrière chaque fois qu'il a son succès? Pourquoi c'est pas lui qui va de temps en temps derrière? C'est-à-dire que moi, je suis devant et lui, il est mon mari, il doit me soutenir. Donc, je crois que ça dépend des contextes. Il y a quelques années, j'ai célébré un mariage Bon, c'était un anniversaire de mariage. C'était 10 ans de mariage. La dame, elle est docteur en psychologie, d'ailleurs très connue sur les réseaux sociaux, mais je ne vais pas citer son nom ici. Et le mari est taximan. Alors, on voit directement la différence. Hein, elle est Oui, fondamentale. au niveau intellectuel, au niveau même de ce que chacun apporte à la maison, vraiment, il n'y a pas comparaison. Oui. Mais ils sont à 10 ans de mariage et ils avaient l'air très heureux à ce moment-là et jusqu'aujourd'hui. Parce que j'ai d'ailleurs invité la dame à la dédicace il y a quelques jours, sauf qu'elle n'a pas pu être là. Mais je crois que c'est des personnes comme ça qui nous montrent que voilà, les rôles préfixés par la société ne sont pas toujours ça dans tous les couples. Il y a des couples où c'est la femme qui apporte plus, il y a d'autres où c'est l'homme qui apporte plus. Vraiment, c'est à chacun de voir, ok, moi je suis dans quelle situation et dans cette situation-là, comment j'aime l'autre et comment je permets à l'autre d'être valorisé dans ce qu'il est, à son niveau. Donc, je crois que c'est ce qui est fondamental dans la relation au-delà de tous ces préjugés. De toutes que les parfois considérations la société sociales et veut tout, nous et tout le imposer. reste. Tout à fait. D'accord. L'amour ne suffit pas. On voit bien hein, qu'il y a beaucoup de travail à faire. Ce n'est pas une simple décision lorsqu'on décide de se marier. Oui. Et vous avez dit le livre s'adresse à ceux qui ne sont pas encore engagés, de même qu'à ceux qui sont déjà engagés et qui peuvent rencontrer quelques soucis et difficultés. Le livre est donc le guide. Un guide qui va permettre de remonter la pente quand rien ne va plus à la maison. Mais j'ai quand même cherché la partie où on parle d'argent. Oui. D'argent. Est-ce que l'argent ne cause pas aussi beaucoup de mal à des couples? Si. On aborde la question d'argent justement également dans le livre, puisque les finances sont un point tellement important